La transition est toute trouvée, je crois, Rachid, avec l'étude que tu vas nous présenter dès à présent, avec également ton confrère Michel Bain de l'Université du Luxembourg. Voilà, je vous partage le document. Voilà, alors l'étude que je vais vous présenter rassemble un peu les résultats d'une commande qui nous a été adressée par EURES Grande Région. Alors, on va faire cette présentation à trois voix et qui s'inscrit pleinement dans la discussion qu'on vient d'avoir sur la place des salaires, des composantes salariales, dans les logiques du travail frontalier, entre autres, mais plus en relation avec les métiers en tension. Alors, on s'est posé trois questions par rapport à cette étude. La première, c'est quelle est l'ampleur de ces écarts de salaire entre les composantes. La seconde, comment expliquer ces écarts? Quels sont les fondements socio-économiques de ces écarts? Et enfin, la troisième question, c'est quel est l'impact de ces écarts sur là où les mobilités, on devrait dire maintenant les mobilités euh, transfrontalières. Alors, pour appréhender une étude sur les salaires, on ne peut le faire indépendamment qu'en regardant les évolutions sur le marché du travail et les tensions qui s'y opèrent. Alors, pour répondre à cette question, on a mené deux types de travaux. Un travail économétrique après le rassemblement d'une série de données, et les limites méthodologiques étaient nombreuses, que je ne pourrais pas développer ici, mais qui sont réelles. Et puis, un travail d'enquête, un travail qualitatif pour essayer de tester les résultats de ce modèle. Alors, si on en vient au contexte de l'étude, bon, on l'a entendu, Monsieur Moreau a commencé d'ailleurs à bien l'expliquer, c'est l'interconnexion de nos territoires frontaliers, l'interdépendance, et dans un contexte de déséquilibre du marché du travail. Alors, ce sont des espaces qui sont marqués, on l'a vu, par l'importance des flux de travailleurs frontaliers, et ces flux opèrent dans un contexte de tension, dans un contexte de déséquilibre du marché du travail, le premier étant le déséquilibre démographique, qui génère des tensions en termes de salaire, évidemment, je l'expliquerai après, des impacts environnementaux, les contraintes qui sont liées, par exemple, au flux de déplacement, production de nouvelles normes de production, qui supposent une redéfinition des contenus des métiers, des qualifications, et qui posent la question de la formation, et évidemment le numérique, la digitalisation qui opère, qui pénètre les systèmes d'organisation du travail des entreprises, voire des process de production. Alors, ces dynamiques ont une influence directe sur le marché du travail, des deux côtés d'ailleurs, hein, du côté de l'offre. La question de la disponibilité de la main-d'œuvre et des compétences, hein, dans un contexte de vieillissement actif de la population, on a une problématique en termes de disponibilité des profils et des qualifications. Et de l'autre côté, du côté de la demande, la question de l'adaptation des postes de travail à des personnes, à des seniors plus nombreux, la contrainte liée à la nécessité pour les entreprises de rajeunir les cadres intermédiaires, par exemple. Donc, on voit que c'est le contexte qui explique évidemment les tensions sur les niveaux de salaire. Alors, d'où une pression plus forte sur les salaires et une pression plutôt à la hausse. Hein, ce qu'on a découvert au niveau de nos travaux de terrain, notamment l'étude qualitative, qui montre qu'il y a une tendance. Hein, il faut attirer la main-d'œuvre qualifiée, mais pas seulement l'attirer, il faut la stabiliser, il faut la fidéliser, il faut qu'elle reste. Et Laetitia l'a montré ici, il y a une hétérogénéité des trajectoires, c'est-à-dire que les trajectoires ne sont pas permanentes, elles sont évolutives. Alors, le salaire, alors en termes de contraintes méthodologiques, lorsqu'on traite du salaire, en lien avec tout ce que je viens de dire, le salaire est un concept relativement flou. Autour du salaire, il y a tout un halo d'éléments, les bonus, les primes, les pratiques elles-mêmes des entreprises, qui rendent compliqué le travail d'analyse sur les salaires. Mais on propose ici, dans cette intervention, on propose quelques éléments de réponse.
Bien sûr, si on part des données d'Eurostat au niveau européen, et si on part à partir de cette variable qui est le salaire réel brut annuel, on voit qu'il y a une nette différence entre les différentes composantes de la grande région, une hiérarchie que l'on retrouve au niveau des salaires annuels minimum, hein, si on met en rapport ces deux variables. Donc, on voit par exemple que le salaire au Luxembourg, à partir de cette variable de salaire brut moyen, est supérieur de 50% au Luxembourg par rapport à la France, hein, de 33% par rapport à l'Allemagne, pour donner un peu une donnée de cadrage. Si on affine un peu la démonstration et on descend d'un étage, on va voir pour certains métiers qu'est-ce que ça donne. Même si les données ici peuvent poser question, ça donne un sens à l'explication. En tout cas, on voit qu'un comptable, on en a parlé tout à l'heure, peut gagner en termes de salaire net, jusqu'à 1105 € de différence par rapport à la France. Si on prend d'autres métiers, notamment des métiers en tension dans le secteur de la construction, on prend plombier par exemple, maçon, et on regarde un peu le salaire net, on voit des différences qui évoluent de 700 à 740 € entre la France et le Luxembourg. Bien sûr, ça n'explique pas toutes les mobilités, mais ça, comme vient de le dire Monsieur Viglino, c'est un déterminant important, la différence de salaire. Si on prend un autre métier en tension, le métier dont on a parlé des profils médicaux, les médecins, les infirmières, on voit ici que les écarts sont énormes entre le Luxembourg, qui d'ailleurs illustre bien cette problématique d'assèchement des profils médicaux dans les régions frontalières en France. D'ailleurs, ça a été repris, ces chiffres avaient été repris dans un documentaire, c'était l'année dernière, sur les infirmières, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où cette différence de salaire explique aussi le fait que ces régions frontalières deviennent des zones transitoires et non plus des zones où on met en œuvre sa formation, sa qualification. Donc, il y a une logique, on va dire, en termes de calcul, en termes de stratégie individuelle. Et on voit que le salaire, en effet, joue un rôle important. Alors, il y a d'autres, je parlais tout à l'heure de halo d'éléments autour du salaire. On a parlé évidemment on peut parler des prix, mais il y a d'autres éléments qui motivent les mobilités, c'est les prestations sociales. Alors, pour vous donner quelques différences, entre le Luxembourg, où les allocations familiales représentent pratiquement 4 fois plus qu'en France, hein, sans rentrer dans le détail, ou encore entre la France et l'Allemagne. Donc, cela explique aussi une partie des mobilités. Alors, si on poursuit, et je reprends, et je suis content que Lionel est là, il retrouvera son étude. Je me suis appuyé un peu sur ces travaux très utiles, intéressants, d'ailleurs, qui avaient été évoqués par Alexandre tout à l'heure, où il a cherché à calculer un ratio en s'appuyant sur les revenus d'origine fiscale entre lorsqu'on est frontalier et lorsqu'on ne l'est pas sur un territoire donné. On voit par exemple que dans le Grand Longwy, un travailleur frontalier peut gagner jusqu'à 2 fois un salaire 2 fois plus élevé que dans la situation où on est un travailleur local au sein d'un ménage. Donc, on voit qu'il y a bien ici une explication en termes de revenus, en termes de salaire comme déterminant important. Alors, quels fondements économiques et sociaux on peut donner à ces écarts? Alors, pour essayer d'expliquer ces écarts, on peut mettre en évidence 4 variables importantes. On l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Pardon. La première variable, alors je descends ici, c'est le coût du travail. Là aussi, on verra quelques données de cadrage différenciant les situations au Luxembourg et dans les pays limitrophes. Le coût de la vie, un élément essentiel, même je dirais fondamental. Les politiques de prélèvement obligatoire, les politiques de prestations sociales, on vient de le voir, et aussi les pratiques des entreprises elles-mêmes.
leur politique de rémunération et de recrutement, les deux étant fortement liés, ce qu'on a appelé d'ailleurs la boîte noire, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut visiter, interroger qu'en allant sur le terrain. Et il s'est trouvé que ces éléments sont discriminants, apportent un sens aussi à ces différences de salaire. Donc, le coût du travail par heure travaillée, donc vous voyez ici, et ça va à l'encontre d'une idée reçue, hein, selon laquelle au Luxembourg, le coût du travail serait faible et la fiscalité avantageuse, ce n'est pas ce qu'indiquent les travaux. On voit que le coût du travail est à l'inverse élevé. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les salaires sont quand même élevés au Luxembourg? On peut expliquer cela de deux façons, par une analyse sectorielle et en regardant de près la structure de ces coûts et en mettant en relation les politiques de prélèvement par rapport à ce coût. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, si on regarde ici dans le secteur industriel, là, on voit un premier élément d'explication où le Luxembourg, quelle que soit la période, le coût horaire de travail est systématiquement le plus faible comparé aux trois voisins proches. Donc, cela a un effet d'attractivité, évidemment, dans le secteur industriel. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Si on regarde maintenant la structure des coûts, alors là, il y a un autre élément important à intégrer, c'est que lorsqu'on regarde la part du revenu, du salaire brut et la part des cotisations sociales patronales, eh bien, c'est simple. En France, on a 3 fois plus de cotisations sociales patronales qu'au Luxembourg. Alors, quelle conclusion on peut tirer de cela? Ça veut dire que le Luxembourg est attractif aussi bien pour les entreprises, mais il l'est également pour les travailleurs. Pourquoi pour les entreprises? Parce que les cotisations sociales sont plus faibles, les cotisations sociales patronales. Et pourquoi le Luxembourg est attractif pour les travailleurs, même s'ils y restent pas longtemps, pour certains du moins, c'est parce que tout simplement les salaires bruts sont plus importants au Grand-Duché. Maintenant, si on regarde l'autre composante, c'est le niveau de vie au Luxembourg, le coût de la vie. Bon, là, on le sait, pas la peine de s'attarder. La différence entre le Luxembourg et la France est de l'ordre de 62% pour le coût de la vie, que ça soit en euros ou en parité de pouvoir d'achat. Alors, une explication, en euros, en parité de pouvoir d'achat, c'est ce qu'on peut acheter comme bien pour un même ménage. On peut comparer. Donc là, c'est clair, le coût de la vie, et on le sait, est plus élevé au Luxembourg, ainsi que le seuil de pauvreté. Là, du coup, on voit que la situation française est plutôt bénéfique. Et cela explique pourquoi on a ces flux de travailleurs frontaliers, alors qu'ils s'expliquent par deux raisons toutes simples. La première, c'est qu'on a des salaires évidemment élevés, et on a aussi donc ces prestations sociales que j'évoquais tout à l'heure, également attractifs. Si on poursuit, et je termine avant de passer la parole à mon collègue Monsieur Fromentin, si on fait une simulation, on prend un ménage, en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, qui perçoit un revenu de 3 500 € bruts, ayant 2 enfants. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si on observe dans les différentes composantes? On observe évidemment que le salaire net est le plus élevé au Luxembourg. C'est le dernier diagramme que vous voyez tout en bas, avec 3 119, et il est le plus faible en France, avec 2 745 €. Ce ménage paierait le plus d'impôts, étonnamment au Luxembourg, suite aux changements fiscaux qu'il y a eu de politique fiscale ces dernières années. Et la France serait là dans une position intermédiaire si on fait cette simulation. Si on regarde le salaire net après impôt, cela n'empêche pas l'avantage donné au Luxembourg, ce ménage qui aurait un revenu disponible de 2 741 €. Donc, on voit, et dernière variable, les cotisations sociales,
On voit que c'est en Allemagne que les cotisations sociales seraient les plus importantes. Et au Luxembourg, ce qui est conforme avec toutes les autres simulations qu'on a eues ces dernières années, c'est au Luxembourg qu'on paierait donc le moins de cotisations sociales, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie où je vais donner la parole à Monsieur Fromentin. Donc, à partir d'une modélisation économétrique. Oui, merci beaucoup Rachid pour ces éléments d'état des lieux et notamment descriptifs. L'idée de cette étude, c'était aussi d'aller un petit peu plus loin avec deux types d'analyses, à savoir une analyse économétrique et après une analyse qualitative qui cherche à compléter cette analyse économétrique. En ce qui concerne l'analyse économétrique, on sait, alors il me manque un bout de la slide dans mon cas, mais c'est pas grave. On a eu une difficulté. En fait, la première, c'était de collecter des données. Alors, la slide est peut-être un peu chargée. Je vais pas passer mon temps dessus. C'est seulement pour expliquer que ce type d'analyse est assez complexe pour différentes raisons. À savoir, c'est avoir des données qui vont être harmonisées sur deux grandes catégories, à savoir les salaires et la tension sur le marché du travail. Je rappelle que la problématique de notre étude, c'est de mesurer l'impact des différentiels de salaire entre la France et le Luxembourg, entre la France et l'Allemagne, donc entre nos régions, et voir l'impact qu'il peut y avoir sur les tensions dans certains métiers. On a donc les trois dimensions, les salaires, les métiers et la tension. En ce qui concerne je reviens juste un tout petit peu avant, Rachid, s'il te plaît. En ce qui concerne les salaires, donc on a utilisé différentes bases de données. La première donc provient de la Statec, où on a un codage ISCO. Pour la France, pour avoir cette ventilation par métier, qui est assez fine finalement, on a dû recourir à une enquête qui s'appelle l'enquête Tous salariés en 2018, où vous notez que le codage est aussi différent. Et pour l'Allemagne, on s'est basé encore sur une enquête qui est en 2018 avec les deux régions qui nous apportent, à savoir Saarland et Rheinland-Pfalz et Baden-Württemberg. L'idée, c'est donc après d'être capable de les harmoniser, toujours avant, Rachid, d'être capable de les harmoniser. Comment on fait? Il faut un dénominateur commun, c'est-à-dire qu'on va raisonner sur des salaires dits réalistes. Comment on parle de salaires réalistes? En fait, on va les corriger avec le temps de travail et avec la fiscalité, d'où le recours de raisonner sur des salaires nets équivalents temps plein et d'utiliser des calculatrices fiscales. On a donc mis ça en œuvre et après, évidemment, au regard des différents codages, on a dû les harmoniser entre les codes ISCO, PCS et KLDB pour l'Allemagne. En ce qui concerne les tensions sur le marché du travail, alors là, Rachid, je peux te laisser passer. Je peux te tourner une perche. Par occupation en 2018, on a différentes bases de données où on voit que la définition n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que dans le cas du Luxembourg, on se base sur les données de l'ADEME, où ça renvoie des offres sans assignation. Pour la France, on est plutôt sur des données de la DARES avec des données considérées comme des métiers en tension. Et en Allemagne, on se base sur des données qui viennent du Bundesagentur für Arbeit, où on renvoie plutôt à une définition de goulot d'étranglement. On n'est pas sur les mêmes définitions, mais c'est pas gênant dans le modèle économétrique que présentera Michel Ben par la suite. On a donc été capable donc de comparer les données, encore une fois avec un dénominateur commun qui est la classification FAP. En résumé, c'est le petit point qu'on a en dessous, notre base de données contient des salaires mensuels, toujours au-dessus Rachid, désolé, des salaires mensuels nets moyens et des indicateurs de tension ventilés par code FAP en 2018, puisque c'était l'année qui permettait finalement d'harmoniser les données, et évidemment pour différentes régions, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la région Grand Est, puis on fait un focus sur la Lorraine, et on voit les différentiels de ces régions avec le Luxembourg et les régions allemandes. En ce qui concerne les données, très rapidement, on voit qu'évidemment, les différentiels de salaire sont beaucoup plus importants avec le Luxembourg. En moyenne, on est à hauteur de 1149, mais avec une hétérogénéité assez forte.
qu'on peut traduire par la volatilité, à savoir l'interprétation de l'écart type, ou l'amplitude, le différentiel entre le minimum et le maximum. On constate une hétérogénéité assez forte également pour les tensions sur du marché du travail. Typiquement, le différentiel de salaire est très important avec le Luxembourg et manifestement plus faible avec les régions allemandes. On le voit d'ailleurs sur les graphiques suivants qui sont finalement simplement une répartition des salaires par fréquence. On a la fréquence sur l'axe de gauche et les différentiels de salaire en abscisse. On voit bien que notre jolie petite cloche pour la région Grand Est et les régions allemandes est relativement centrée. Centrée, ça veut dire qu'on est proche de zéro. En clair, il n'y a pas beaucoup de différentiels de salaire en moyenne, c'est-à-dire quand la fréquence est plus importante. Et on constate même des différentiels de salaire qui sont plutôt à l'avantage de la France au regard de ce qu'on appelle les queues de distribution. Ça veut dire à gauche du graphique, là, vous voyez la petite courbe verte qui va à gauche, ça veut dire que il y a un différentiel de salaire qui va être important, mais c'est rare que l'axe représente la fréquence. Par contre, pour le Luxembourg, c'est l'inverse. Typiquement, notre jolie petite courbe en cloche, elle n'est pas du tout alignée avec le zéro, elle est beaucoup plus décalée à droite. Ça veut donc dire qu'il y a des différentiels de salaire qui vont être bien plus importants entre la région Grand Est et entre la Lorraine et le Luxembourg. Et vous voyez que les queues de distribution vont assez loin, presque à hauteur de 4000 en termes de différence de salaire avec le Luxembourg. Donc, à partir de ces données-là, on a été capable de formuler un petit modèle économétrique et qu'on a estimé, plus précisément que Michel Ben a estimé. OK. En fait, ici, donc, le modèle économétrique va nous permettre d'étudier les relations statistiques entre les variables d'intérêt en matière d'impact. Ce sont donc les tensions sur le marché du travail. Et ce qu'on veut voir, c'est quelle est la relation statistique avec les différents différentiels de salaire de manière bilatérale, c'est-à-dire Luxembourg, Lorraine, Lorraine ou Grand Est par la Sarre, le bas de Wittenberg et la Lorraine. Et en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que nous utilisons donc des données au niveau des occupations. Donc, en fait, tous les effets sont tirés par les différences entre les occupations. Ici, méthodologiquement, ce sont ce qu'on appelle des données de panel. Donc, en fait, on va pouvoir regrouper les occupations par secteur et contrôler pour le secteur. Donc, ça veut dire que les effets que l'on va estimer, donc l'effet du différentiel de salaire sur les tensions sur le marché du travail, ne peuvent pas être attribués au fait que certains secteurs sont structurellement plus en tension ou moins en tension que d'autres. Tout ça est pris en compte. D'accord ? Donc, ici, ce qu'on va essayer de voir, c'est si un différentiel de salaire plus grand entre occupations d'un même secteur génère un degré de tension plus élevé. D'accord ? Et ce, pour les trois couples de régions adjacentes. Le mécanisme sous-jacent, ça, Vincent et Rachid l'ont bien précisé, c'est la migration professionnelle des salariés, même si, typiquement, on n'a pas les données sur cette migration, parce qu'il faudrait évidemment des données de migration par occupation, donc pouvoir coupler des bases de données à la fois du côté luxembourgeois, du côté allemand et du côté français au niveau individuel. Ça, c'est impossible à ce stade-ci. Donc, je peux vous annoncer, pour casser le suspense, que le résultat principal, c'est que nous trouvons en fait un effet du différentiel de salaire entre la Lorraine et le marché du travail luxembourgeois sur les tensions sur le marché lorrain. Donc les tensions, donc ça veut dire qu'une augmentation du différentiel de salaire dans une occupation bien particulière va avoir une contribution aux tensions pour cette occupation sur le marché du travail lorrain. On a un effet qui est beaucoup plus limité lorsque l'on regarde le différentiel de salaire vis-à-vis des deux Länder allemands contigus, donc à la région Grand Est et à la région Lorraine. Donc ça, c'est le résultat principal. Donc l'hypothèse était de voir en fait si via ces migrations
ou cette attractivité potentielle de migration entre les régions, ceci avait pour effet d'accroître les tensions et la réponse est oui. À la fois lorsque on a, ça c'est le slide relatif à la Lorraine, à la fois quand on se centre sur la région Lorraine, mais, et ça c'est le slide précédent, aussi quand on regarde au niveau de la région Grand Est. Voilà, donc ça c'est essentiellement le résultat principal qui ressortissait de ces estimations économétriques. Et donc là maintenant je pense que Rachid va nous parler de compléments en matière d'analyse qualitative. Voilà, merci Michel. Donc, une petite conclusion, les résultats qui ont été saillants un peu de notre travail de terrain, et par rapport à tout ce qui d'ailleurs vient d'être dit, on a voulu donner la parole aux responsables d'entreprise et collecter un éclairage qui soit, qui puisse tester un peu nos résultats économétriques. Alors, il est ressorti de ces entretiens avec les responsables d'entreprise 4 principaux enseignements. D'ailleurs, on voit que les régions frontalières font office non seulement d'un laboratoire, mais je dirais les phénomènes observés à l'échelle nationale sont plus intenses dans les régions frontalières du fait justement de cet environnement international. Donc le premier déterminant ou résultat, c'est cette difficulté qu'ont les entrepreneurs en France à mener à leur terme les projets de recrutement. Ça, c'est ressorti pratiquement dans nos 14 entretiens de terrain, dites de différentes façons, mais ça voulait dire ça. On n'arrive pas à recruter. Et quand on recrute, ils partent, ils restent pas, ils testent. Alors, second enseignement, c'est une hausse des prétentions salariales qui ont été constatées chez beaucoup de nos interlocuteurs, une hausse des prétentions des salaires au moment de l'embauche. D'accord, je bosse, d'accord, j'accepte l'emploi, mais à tel niveau, avec cette idée d'alignement sur les niveaux pratiqués de l'autre côté de la frontière, qu'évidemment les entreprises françaises n'ont pas toujours les moyens de suivre, du moins en tout cas ce qui est ressorti dans le propos. Troisième enseignement, d'ailleurs en lien avec le premier, c'est un turnover important des personnels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces zones frontalières en France font l'objet un peu de zones tampons transitoires ou lieu de passage, on peut le dire aussi, lieu de passage de cette main-d'œuvre qualifiée au profil recherché de l'autre côté de la frontière. On prend l'exemple, par exemple, des infirmières ou des profils qualifiés. Et enfin, dernier élément important qui est ressorti de vive voix de nos interlocuteurs, ce sont des politiques salariales ils peuvent pas faire plus. Voilà, pour résumer cela, qui intègrent au plus près les règles, les niveaux légaux et conventionnels. On ne peut pas s'aligner, par exemple, sur le Luxembourg. Ça, c'est ressorti chez tous nos interlocuteurs. On ne peut pas. Nous avons aussi des contraintes techniques, financières et fiscales. Voilà ce qui est ressorti dans le propos. Voilà ces quelques éclairages que je mets à discussion, à débat, si vous le souhaitez, pour conclure ce point. Voilà, merci Alexandre et merci à tous. Merci à vous trois pour cette présentation. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques chez les uns et les autres? Frédéric Marsal a levé la main. Oui, merci Alexandre. Alors effectivement, j'ai une question là sur la dernière partie, sur les conclusions des enquêtes que vous avez menées avec des entreprises. J'aurais aimé savoir comment vous avez choisi les entreprises pour les entretiens et dans quel domaine d'activité ils sont représentés. Et je me demandais si vous aviez fait le même type un peu d'enquête pour comparer avec des régions qui sont pas soumises à un effet frontalier comme ça. Merci. Merci beaucoup. Très bonne question. On y a pensé d'ailleurs au dernier élément de votre question, c'est-à-dire comparer avec une région non frontalière. Alors, comment on a choisi les entreprises? De manière très aléatoire.
Cette enquête a été intégrée dans un enseignement de gestion des entreprises, un module qui s'appelle développement transfrontalier, et on a sollicité les étudiants de cette formation pour contacter les entreprises, et on est allé voir les entreprises qui voulaient bien nous accueillir tout simplement. Alors, il se trouve que notre échantillon est relativement diversifié, c'est-à-dire que tous les grands domaines économiques sont couverts par cet échantillon. Donc voilà, je ne sais pas si cet élément de réponse vous convient, vous suffit. Merci beaucoup Rachid pour les compléments. Pour ma part, en tout cas, je faisais le lien avec la première étude qui nous a été présentée par les collègues de l'INSEE, qui montrait qu'effectivement on avait un accroissement de certaines inégalités sur les territoires proches de nos frontières. On constatait sur certaines communes proches de Luxembourg, mais également proches de la Suisse. Et je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut éventuellement rééquilibrer ou limiter les risques de fracture sociale. Si on voit que là, les entreprises sur les territoires disent souffrir d'une difficulté pour pouvoir, elles ne peuvent pas s'aligner avec ce qui est pratiqué au Luxembourg, on voit qu'il y a des avantages, comme tu l'as montré, Rachid, pour aller s'installer aussi bien pour les entreprises que pour les employeurs. On comprend que finalement la dynamique du marché du travail profite de ces différences entre pays. C'est ce qui crée cette dynamique, mais qu'en même temps, ça génère des tensions à plusieurs niveaux sur les territoires de résidence. Et comment on fait pour tendre vers quelque chose de plus équilibré sans casser cette dynamique du travail frontalier? Alors peut-être Alexandre, un élément de débat actuel qui va dans le sens de ce que tu dis. Bon, je pense qu'on n'a plus trop le temps de traiter cet élément, c'est la rétrocession fiscale, c'est-à-dire une redistribution des fruits, des richesses créées par le travail. Lorsqu'on sait que ce sont quand même 100 000 Lorrains qui chaque jour vont travailler de l'autre côté de la frontière, et ces 100 000 vivent dans les communes limitrophes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, il y a cet élément. Alors, il y a une deuxième piste, évidemment, à côté de cela, la rétrocession fiscale, bien sûr. C'est la mise en place d'un fonds de développement local qui permet de, là aussi, contribuer à redistribuer les richesses créées par le travail. Lorsqu'on sait que les charges supportées par les communes, du fait de l'importance et du développement et de l'essor, du travail frontalier, fait que leurs charges aussi, elles, augmentent. Donc voilà peut-être deux éléments de réponse, Alexandre, qui vont dans le sens de ton interrogation. D'autres remarques ou prises de parole, Laetitia? Oui, merci pour la présentation. J'aurais juste une question par curiosité. Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'enquête structure des salaires pour étudier les salaires aussi en France et en Allemagne? Pourquoi uniquement pour le Luxembourg? Il y a une raison à ça? Oui, la raison, c'est la ventilation par métier. En fait, l'idée de notre analyse, c'était d'avoir vraiment une échelle par métier, ce qui n'était pas le cas pour l'analyse de la structure des salaires. Donc, si on raisonne sur occupation, sur des domaines d'activité ou sur des codes avec une finesse moindre, c'était possible. Mais nous, on voulait vraiment avoir une approche métier. Donc, en fait, c'est pourquoi c'est pas forcément simple. On a dû aller chercher plein de bases et après les agréger. Je vous propose de tendre vers la fin de ce webinaire. Je tenais à déjà vous remercier les uns et les autres pour votre présence, remercier bien sûr les intervenants pour la qualité des présentations qui ont pu être faites, remercier également les interprètes qui nous ont accompagnés au cours de cet après-midi. Nous vous adresserons dans les jours qui viennent le lien pour accéder au replay de cette intervention. Si les intervenants également sont d'accord, nous joindrons un lien pour accéder aux présentations qui ont été diffusées et afin que vous puissiez repartir avec ces travaux. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à vous remercier encore pour avoir été aussi présent et attentif à ce webinaire. Et merci à toi, Alexandre, et aux collègues pour l'organisation de cet événement très utile. Merci. Merci.